On va essayer de bien comprendre ce que c'est qu'une suite en maths. Et on va voir que c'est pas si différent d'un autre objet mathématique qu'on connaît déjà, qui est le concept de fonction. Les fonctions qu'on rencontre au lycée, ça permet de transformer un nombre en un autre nombre. Par exemple, si on part de x égale 1 et qu'on l'injecte dans la fonction va renvoyer un nouveau nombre qui, dans cet exemple, sera 1 au carré plus 1, c'est-à-dire 2. Eh bien, les suites, c'est pareil, mais avec des nouvelles notations. Si vous partez d'un nombre n qui vaut 1, la suite va renvoyer un nouveau nombre u1 qui vaudra 2. C'est la même logique. On donne un nombre en entrée et on obtient un nouveau nombre en sortie. Vous vous souvenez qu'on peut représenter une fonction graphiquement en mettant les valeurs d'entrée possibles en abscisse et les valeurs de sortie correspondantes en ordonnée. Et on obtient la courbe rouge qui représente la fonction f. Pour les suites, c'est pareil, on peut les représenter graphiquement. Mais d'abord un peu de vocabulaire. La valeur d'entrée d'une fonction, on appelle ça l'antécédent. La grandeur analogue pour les suites, c'est n, on appelle ça le rang. Et le nombre renvoyé en sortie d'une fonction, on appelle ça l'image. Eh bien pour les suites, ce sera noté un, et ça s'appelle le terme. Mais si vous avez compris ce que c'est qu'un antécédent et une image pour les fonctions, c'est exactement la même logique dans le cas des suites. À quoi va ressembler la représentation graphique de la suite? On pourrait dire que comme c'est un copier-coller de la fonction qu'on a à gauche, la courbe aura la même allure. Mais c'est là qu'on va voir la grosse différence entre les fonctions et les suites au lycée, c'est que pour les suites, le rang est limité aux entiers naturels. Alors que dans une fonction, vous pouvez faire rentrer dedans n'importe quel antécédent réel. Donc on n'aura jamais une courbe continue, on aura simplement une suite de points déconnectés les uns des autres. Cette limitation n'existe pas pour le terme, qui, lui, peut toujours être un réel, comme d'habitude. Tout comme l'image d'une fonction est aussi en général un nombre réel, au lycée en tout cas. C'est à cause de cette petite différence qu'au lycée, on traite les fonctions et les suites dans des chapitres différents. Alors il y a une petite nouveauté quand même avec les suites, c'est qu'il y a deux façons de les définir. Soit on peut donner une définition qu'on appelle explicite, on en a un exemple ici, c'est quand on donne une relation directe entre le terme un et le rang n. C'est ce qu'on fait d'habitude avec les fonctions. On relie directement l'image et l'antécédent par une équation. Donc on a l'habitude de voir ça. Mais on peut aussi définir une suite par récurrence. C'est ça la nouveauté. Et pour ça, il faut donner deux informations. Le premier terme de la suite, le point de départ. On imagine une suite qui commence par la valeur 3. Et ce qu'on appelle une relation de récurrence. C'est-à-dire une relation qui va relier un terme, un, et le terme suivant, un plus 1. Donc c'est le terme immédiatement après dans la suite. Et ça suffit à recréer complètement toute la suite. On connaît déjà U0, on peut donc l'injecter à droite pour obtenir U1, qui est égal à 2 fois U0 moins 1, c'est-à-dire 2 fois 3 moins 1, c'est-à-dire 5. Ensuite, maintenant qu'on a U1, on peut l'injecter à droite pour calculer U2, qui sera égal à 2 fois le terme d'avant moins 1. Et ainsi de suite. À chaque fois, grâce à l'un des termes, on peut calculer le terme suivant. Mais on est obligé de les calculer dans l'ordre. Et on comprend au passage pourquoi ça s'appelle une suite. Une suite, c'est juste une suite de nombres. Et ces nombres, ils sont bien rangés, ils occupent chacun une position bien précise qui est indiquée par la valeur du rang. Alors quand est-ce que c'est utile en pratique une suite? À chaque fois qu'on a une grandeur en entrée qui varie de manière discrète et pas continue. L'exemple typique, quand on regarde ce vrai sujet de bac, c'est quand on veut suivre l'évolution d'une population année par année. À chaque année, on peut associer un rang et un nombre d'individus, qui va être le terme renvoyé par notre suite. Dans l'exercice, par exemple, on considère que l'année 2020 correspond au rang 0, l'année 2021 correspond au rang 1, etc. Et à chaque année, on aura une certaine valeur du nombre d'individus dans notre population. Par exemple, on vous dit ici qu'au départ, on a 2000 individus, mais d'une année sur l'autre, ça va varier évidemment. Et comment le nombre d'individus va varier? C'est ce qu'on vous explique avec les deux phrases ici. Chaque année, la population diminue de 10%. Ça veut dire qu'on n'a plus que 90% des individus qu'on avait avant. Mais pour compenser les pertes, on réintroduit 100 individus nouveaux chaque année dans la population. Et ça nous permet de construire une relation de récurrence, ici, grâce à laquelle on pourra prévoir l'évolution de la population. Si vous avez 2000 individus une certaine année, vous en aurez 90% de 2000 plus 100 l'année suivante, c'est-à-dire 1900. On peut d'ailleurs rajouter cette valeur 1900 dans notre tableau, ce sera le nombre d'individus en 2021. Et ainsi de suite. Si maintenant vous injectez la nouvelle valeur 1900 à droite, vous pouvez calculer la valeur suivante à gauche, qui vaudra 1810. On peut la rajouter dans le tableau.
La relation de récurrence nous permet, si on connaît la population d'une année, de calculer la population l'année suivante. Pourquoi on utilise des suites dans cet exercice? Parce qu'on a comme valeur d'entrée une année qui évolue par pas de 1 et à laquelle on va associer du coup un entier naturel plutôt qu'un réel. Donc on utilise une suite plutôt qu'une fonction.